Bonjour à tous, bienvenue chez Dentsu, avenue de Wagram, nos nouveaux locaux. On est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour cette journée placée sous un signe optimiste, et on en a besoin en ce moment, un signe de confiance, puisque c'est le thème de la matinée. Alors, comme disait Lénine, c'est toujours bien de citer Lénine le matin, la confiance n'exclut pas le contrôle. En fait, quand on réfléchit un peu, pas forcément justement. La confiance, c'est un mot extraordinaire, mais la confiance permet aussi parfois de s'abstraire du contrôle. Si on a confiance, est-ce qu'on a besoin vraiment de contrôler ? Pas vraiment. Et c'est un peu ce que l'étude d'aujourd'hui va nous démontrer. Et c'est pour ça que la confiance est une notion extrêmement forte. Et je crois qu'aujourd'hui, l'humanité n'a jamais eu autant besoin de confiance qu'à travers la crise qu'elle traverse et la formidable défiance, pour le coup, que les citoyens consommateurs envisagent envers, alors ce soit les gouvernements, les GAFA, parfois aussi les médias. Et on a donc besoin de retrouver de la valeur, de retrouver de la confiance les uns dans les autres. Et c'est tout le thème que nous allons porter ce matin. Alors chez Dentsu, en France, comme dans le monde, ce thème de la confiance a aussi été extrêmement important pour notre réinvention. C'est vrai qu'en 2020, l'année a été extrêmement difficile pour tout le monde et pour le secteur de la communication, évidemment. Et c'est vrai que Dentsu a fait une véritable révolution en se fondant sur des valeurs extrêmement fortes. Et nous avons donc entamé toute une série de réflexions et d'actions pour justement renouveler totalement la logique d'un Dentsu en France et donc d'un groupe de communication pour retrouver notre ADN de départ, qui est finalement celui d'être un pionnier, comme l'a été Cara en son temps, et réinventer ce métier à partir de notre ADN, de nos convictions. Et on l'a fait autour de ce thème justement de la confiance. Alors je ne vais pas vous raconter la totalité de notre transformation, bien entendu, mais je montre juste un point qui me paraît essentiel. La confiance, on a voulu la situer évidemment autour d'abord de nos talents. On a, pour ce faire, donc changé de lieu. On est maintenant au cœur de Paris. Et puis, on a aussi, avec les syndicats, imaginé un nouveau rapport au travail qu'on a formalisé au sein d'un accord d'entreprise qui, justement, est fondé sur la confiance. Chez Dentsu, chaque salarié a le pouvoir, le loisir de choisir le nombre de jours de télétravail qu'il fait sur une semaine. Pour ça, il y a simplement deux conditions. 1, que son manager soit d'accord. Et 2, que cet accord soit révocable à tout moment, soit par l'employé, soit par l'employeur. C'est cette deuxième clause qui est assez originale et qui fait que justement, tout le système repose sur l'intelligence, sur la collaboration et sur le fait d'avoir confiance les uns dans les autres. Eh bien, ce pari, on l'a mené. Et ce que je peux vous dire de ce 67 avenue de Wagram, c'est que ça fonctionne et que ça fait plaisir. Comme quoi, se faire confiance est vraiment un terreau de réussite. La confiance, on l'a évidemment placée aussi au centre de la réinvention de Dentsu pour notre approche du marché, pour la façon dont nous voyons la relation entre les consommateurs et les marques. C'est pas une nouveauté, depuis maintenant longtemps. C'est vrai que les marques cherchent par la publicité, la communication, leurs produits, à créer de la confiance, à générer de la confiance auprès du consommateur. Mais c'est vrai que ce mot, là aussi, a beaucoup évolué sur les 2-3 dernières années. La crise n'a fait que cristalliser, en fait, une réalité qui était sous-jacente avant, qui est que les consommateurs, qui sont aussi et avant tout des citoyens, recherchent de plus en plus à la fois l'authenticité des produits, mais aussi la responsabilité des marques et la pertinence de la communication qui va avec. Une fois que vous avez ce triptyque, vous avez, je pense, bien compris finalement quel est le rôle du marketeur aujourd'hui, qui est de sublimer le produit, non pas en appelant au rêve et en se déconnectant de la réalité authentique des produits, mais au contraire d'aller retrouver dans son ADN, l'ADN de chaque marque, ce qui va faire sa différence et ce qui va faire qu'elle va démontrer sa capacité à enchanter le monde et au contraire de détruire le monde ou de l'endommager. Ça, je pense que c'est un phénomène qui était encore une fois sous-jacent, mais qui aujourd'hui apparaît de façon extrêmement claire. Et pour ce faire, évidemment, notre rôle, nous, en tant que conseil des marques et des institutions, c'est d'essayer de faire en sorte que la communication soit un reflet le plus parfait possible de cette logique. Et c'est pour ça qu'on travaille évidemment sur l'empreinte carbone des campagnes, mais aussi que l'on cherche à travers les médias, puisque l'un de nos métiers principaux, c'est effectivement de réaliser ces stratégies médias, à choisir quel aéropage de médias, quel écrin va pouvoir mettre en avant les marques de façon sublimée. C'est un élément extrêmement important, puisqu'effectivement, notamment la presse est un vecteur très ancien de confiance, et on a voulu donc avec l'ACPM mesurer justement l'état de l'art, l'état de l'opinion aujourd'hui
à travers cette notion de confiance, comment les acteurs de la presse s'en sortent par rapport à leurs concurrents, comment la formidable explosion des réseaux sociaux a pu endommager la confiance, le contrat qu'il y avait entre consommateurs et marques, parfois, et comment justement des médias comme la presse sont capables, si on les utilise de façon pertinente, sont capables de remettre en avant de façon contextualisée et pertinente la communication de nos amis les annonceurs. Chez Dentsu, c'est un thème qui n'est pas si nouveau. On avait créé il y a quelque temps un outil qui s'appelle Trust Planner, qui est vraiment une logique de média planning fondée justement sur la confiance. Mais l'étude que l'on vient donc de sortir avec la CPM va nous permettre d'être plus pertinent encore, plus efficace, et de remettre, l'église au milieu du village, mais en tout cas, d'être capable de redonner ces lettres de noblesse aux médias dits traditionnels, tout simplement parce qu'ils existent depuis longtemps et qu'ils ont su générer justement cette confiance dans la population. Et sans plus tarder, je vais appeler donc le directeur général de la CPM que vous connaissez tous, l'illustre Stéphane Baudier. À toi Stéphane. Merci Pierre, bonjour à toutes et tous. Quel meilleur endroit pour parler de confiance que de se retrouver ce matin chez Dentsu. Dentsu est un partenaire, est un adhérent, est un fidèle compagnon de la CPM depuis sa création, et en particulier autour de toutes les missions de Hashtag Demain la Presse. Hashtag Demain la Presse, c'est le mouvement, l'initiative qui a été prise non seulement par les régies, par les éditeurs, mais aussi par les agences médias, pour informer, former, faire la promotion positive de la transformation des marques de presse. Cette transformation, elle s'exprime partout, elle s'exprime à travers tous les canaux, mais au-delà de cette transformation, il nous est apparu très important de pouvoir aujourd'hui vous présenter les résultats des relations entre les marques de presse et leurs lecteurs à travers ce qu'il y a de plus fort qui est la confiance. Barbara Witt, Head of Research and Data, en début d'année, est venue nous voir pour partager avec nous ce projet de développer une étude excessivement robuste. Par robuste, on entend une étude très très rigoureuse, très lourde, très approfondie, pour mesurer les relations des Français avec les médias, avec leurs marques, quels que soient leurs canaux d'expression, et tout particulièrement, bien sûr, avec les marques de presse. C'est une étude tout à fait unique. C'est une étude, je ne cesserai de le dire, qui est vraiment excessivement robuste, sur laquelle on peut tirer énormément d'enseignements. Pierre Calmar l'a précisé, c'est une étude qui va amener beaucoup de pertinence, s'il en est nécessaire, encore plus de pertinence à toutes les stratégies médias. Donc pour vous présenter cette étude, je vais appeler donc Barbara Witt, donc la grande responsable de la data, des recherches chez Dentsu, ainsi que Amélie Benisti, qui est la directrice de l'audience de la CPM. Donc une formidable étude que je viendrai tout à l'heure conclure. Barbara, Amélie. Merci Stéphane. Donc je vais peut-être faire un petit rétropédalage pour vous expliquer la genèse en fait de ce projet rapidement parce que Pierre et Stéphane en ont un peu déjà parlé. Donc la confiance, c'est un thème qui est cher au cœur de Dentsu depuis déjà 2 ans. On travaillait d'abord sur la confiance explicative du capital de marque, de la pérennité des marques et donc de la relation des marques avec leurs consommateurs. C'est une analyse qu'on tire depuis 2 ans et qu'on avait renouvelée en 2021 suite à la crise Covid où on a vu que cette confiance, elle était quand même très challengée. Et puis quand on a partagé ces résultats avec effectivement Stéphane, Amélie et toute leur équipe, on s'est dit que les médias, ils étaient bien challengés aussi ces derniers temps et on l'a vu dans certaines études très référentes du marché, le baromètre Lacroix, d'autres études, l'étude Ipsos récemment qui mesurait la confiance des médias et des institutions, qui avait quand même un sujet et qu'au-delà de scorer cette confiance, il était nécessaire de pouvoir la comprendre et de bien savoir l'expliquer. Donc c'est de là qu'est venue cette étude. Donc l'étude qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle cherche donc non seulement à mesurer la confiance à travers les différents médias, mais aussi et surtout à la comprendre, à savoir les valeurs qui vont être
constitutives de cette confiance, comment on explique la confiance et la relation de confiance qu'a une audience à son média. On a bien sûr analysé en profondeur l'ensemble de ces valeurs-là à travers une enquête effectivement assez importante et puis un travail de modélisation avancé. Et puis, on a voulu évaluer aussi, puisque la finalité pour nous tous ici dans cette pièce qui communiquons avec des marques, c'était de pouvoir faire de cette étude miroir un rapport sur l'environnement contextuel pour faire des campagnes de publicité, en fait, pour les annonceurs. Donc, si je déroule rapidement l'agenda, on va être sur une petite partie méthodologique, et vous m'excuserez pour cela, on est gens d'études et on va quand même vous expliquer comment on a travaillé, c'est important, avec quelques données de cadrage. Bien sûr, on déroulera les résultats de la confiance en soi, ce qui explique la confiance et comment il se décline à travers les différents environnements médias. Puis on fera un focus sur la presse, bien sûr, puisqu'on s'est aperçu que la presse avait des assets très forts sur les valeurs de la confiance et que c'était important de bien les comprendre. Alors, commençons par la partie la plus difficile, la méthodologie. On a commencé par une phase de collecte, puisque bien sûr, cette compréhension, ça passait par les consommateurs et les audiences. Donc, on a interviewé des Français. Donc, on a interviewé plus de 3600 personnes cet été, à travers un questionnaire assez dense. Alors, je vous rassure, on avait ce qu'on appelle dans le jargon des études la rotation aléatoire des items, qui fait que chaque interviewé ne répondait pas à un questionnaire de 2h30. Donc, on avait bien sûr un certain nombre de choses qui étaient adressées, mais tout le monde ne répondait pas à tout pour garder une représentativité propre en fait des résultats et une certaine spontanéité et une fraîcheur dans les réponses. Donc, un échantillon extrêmement robuste. Ensuite, nous avons modélisé les résultats, puisque, encore une fois, l'idée n'était pas de dire X% des gens ont confiance en tel média, mais bien de comprendre quel était le poids de certaines valeurs dans l'explication qu'on avait dans la confiance des médias. Si je ne suis pas claire, j'attends vos questions à la fin de la présentation. Donc, on a modélisé tous ces résultats. On a fait 17 modèles. Donc, chaque modèle représentant un levier média, Amélie va en parler un petit peu. Et puis, bien sûr, on a confronté nos résultats avec ce qui pouvait exister déjà sur le marché, puisqu'il y a beaucoup de littérature sur le marché pour en vérifier la robustesse et la cohérence. Alors, les 17 grands médias qui ont été étudiés dans cette étude, donc ce sont les journaux et les magazines papier, les versions numériques sur les sites de presse, les sites internet des titres de presse, les applications aussi évidemment des titres de presse. Le deuxième média, donc, c'est les chaînes télé généralistes, les chaînes télé d'information en continu, les sites internet des chaînes télé bien sûr. Le troisième grand média, les radios généralistes, les radios musicales, les radios d'information en continu et les radios digitales. Le dernier grand média, les réseaux sociaux, les plateformes vidéo, les podcasts, les blogs et forums, mais aussi les influenceurs online. Les 17 modèles, donc les 17 leviers médias que nous avons voulu tester, l'objectif évidemment ici n'est pas du tout d'opposer les médias, mais bien évidemment de les comprendre dans toute leur spécificité, dans toute leur diversité. Un média aujourd'hui a un contenu qui est diffusé sur différents canaux. Et donc pour un média, si on prend la presse par exemple, il existe évidemment une déclinaison en version papier, mais aussi une déclinaison en version numérique avec les sites des titres de presse, où on peut avoir un contenu différent, mais aussi bien sûr les applications sur mobile. Et on sait naturellement que l'environnement mobile est de plus en plus utilisé. On a cherché à détailler sur les 4 grands médias à chaque fois la déclinaison du canal digital et ce qu'on pourrait qualifier de traditionnel, d'historique. Sur le digital, on a voulu travailler sur différents formats. Donc, quand on dit format, on n'est pas au sens publicitaire du terme, mais en traitant donc les vidéos, les réseaux sociaux, qui sont également donc très consommés, les podcasts, donc c'est un média évidemment émergent qui connaît un très fort succès aujourd'hui et qui reste à exploiter, les blogs et les forums, et la notion justement, ce que je vous disais, d'influenceur online qui prend de plus en plus d'importance au cours de ces dernières années. Alors on va beaucoup se parler de piliers de la confiance. Donc les piliers, ce sont des valeurs
agrégés en fait pour expliquer en fait certaines valeurs explicatives de la confiance. Chacun de ces piliers en fait correspond à peu près 5 ou 6 modalités, 5 ou 6 types de questions qui ont été posées à chaque individu. Elles sont regroupées là, ce sont aussi les mêmes piliers qu'on a observé et analysé, nous, côté marque, donc, puisque l'idée, c'était véritablement de faire une étude miroir avec les médias. Donc, je vais juste vous les expliquer, les schématiser rapidement pour que vous les ayez en tête, puisqu'après, on va beaucoup se parler de ces piliers. Donc, le premier pilier en orange, ici, ça va être la crédibilité. Donc, la notion de crédibilité, c'est une notion d'irréputation. Je suis un média expert, reconnu. Quand je parle, tout le monde, toutes les audiences croient en ce que je dis. Donc il y a vraiment une notion de réputation et d'être très installé et référent légitime. La notion de dialogue va être une notion d'interaction avec son audience, donc son lecteur, son auditeur, son spectateur. Donc il y a un échange entre le média et l'audience qui va un peu dans les deux sens, c'est-à-dire que moi, en tant qu'audience, le média m'apporte quelque chose, mais quand je fais des commentaires, le média l'intègre dans sa ligne éditoriale. La notion de fiabilité. Donc la fiabilité, c'est une notion de régularité de la qualité. Donc à chaque fois que je vais utiliser ce média, me connecter à ce média, etc., je sais que je vais avoir un contenu de qualité. C'est pas forcément la même chose que la crédibilité. C'est vraiment, parce que là on peut être sur de l'entertainment, mais pour le coup c'est vraiment la notion de régularité et donc qui fidélise pour le coup le public. La provenance, on va être vraiment sur une notion plus historique, une notion de patrimoine. Donc c'est un média qui a une valeur historique qui est ancrée depuis longtemps et qui respecte ses valeurs d'origine. Là, ça va être important puisque dans la notion de marque média, on va avoir cette notion de provenance qui va être quand même assez importante. La valeur de proximité, elle est assez intuitive pour le coup. Donc, c'est un média qui est proche de moi, qui correspond à mes besoins, que je peux emmener partout, etc. Donc, on est vraiment sur quelque chose de plus affectif, un peu moins institutionnel. La valeur de transparence, elle s'explique d'elle-même aussi. Là, on va se parler d'éthique. Donc, éthique du média, transparence totale par rapport à ses sources, à la façon dont il travaille. Et puis, la notion de client au cœur, qui est un petit peu plus complexe à expliquer, mais qui est une notion de priorité absolue qui est faite à son audience, à son lecteur, à son spectateur. Le média donne cette priorité-là, et cette priorité-là va passer avant les besoins et les intérêts spécifiques du média. Donc, pour le coup, c'est une valeur qui est extrêmement forte, en fait. Pour le coup, une attente qui est extrêmement forte. Alors, on m'a enlevé mon équation de cette slide, mais on a juste un petit rappel. Pourquoi on s'est parlé de modèles et d'analyse statistique avancée ? Parce que là, ce qu'on va évoquer ici, c'est bien le poids de chacune de ces valeurs dans l'explication de la confiance. C'est pas forcément la valeur qui a été notée le plus haut, mais juste, c'est la valeur qui va peser le plus lourd pour comprendre la confiance qu'on a en média. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce modèle-là, pour ne pas avoir qu'une suite de scores et de notes, pour le coup, qui auraient pu enfoncer des portes ouvertes d'ailleurs, et puis il y a beaucoup d'études qui font déjà ce travail-là. Nous, ce qu'on a voulu vraiment comprendre, c'est quand je note, par exemple, la valeur de transparence très haut, est-ce que finalement, ça a une influence significative sur le fait que j'ai confiance dans ce média ? Donc c'est à ça que va servir le modèle. Et enfin, après je crois que j'en ai fini avec la méthodologie, un indicateur synthétique, puisqu'on est quand même parti de là, de savoir comment était compris et en quelle confiance les Français avaient dans les médias. On a donc utilisé un indicateur synthétique qu'on a appelé le Net Trust Score, donc qui est très très fortement inspiré du Net Promoter Score. L'idée étant de faire noter chacun de nos leviers médias sur une valeur de confiance, là pour le coup brute, entre 1 et 10. Quand je mets une note entre 8 et 10, c'est que j'ai une très forte confiance dans le média. Quand je mets une note entre 1 et 5, c'est que je suis plutôt en défiance avec ce média. Et puis on a toujours un ventre mou qui ne se positionne pas trop, donc on retire de l'équation. Donc le Net Trust Score, ça va être le pourcentage des gens qui ont répondu « j'ai très confiance dans le média », 8-10, moins le nombre des gens qu'on va appeler un peu des détracteurs, qui vont dire non, je n'ai pas confiance en ce média, je lui mets entre 1 et 5. Donc ça nous a juste permis d'avoir une cartographie en fait des médias sur le positionnement de la confiance. Et puis après, on l'expliquera avec les piliers. Allons-y, les résultats. Donc on commence par ce Net Trust Score, comme ça on va évacuer tout de suite la partie désagréable. Quand on agrège tous les médias, donc on a traité donc, nos 17 leviers, l'ensemble des modalités, le Net Trust Score, etc., on s'aperçoit qu'on a un indicateur de confiance, donc ce Net Trust Score, qui est négatif. Donc il apparaît à -4. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai moins de promoteurs que de détracteurs.
Donc c'est pas très nouveau, on s'attendait à quelque chose d'un score pas très très bon. Encore une fois, on a une étude très récente qui est sortie qui montrait à quel point les Français avaient de la défiance envers à peu près toutes les institutions, dont les médias. Donc on n'était pas complètement surpris. Néanmoins, quand on creuse à l'intérieur de ce résultat, on s'aperçoit qu'il y a une très très grosse différence et de fortes amplitudes entre les médias offline et les médias online. Et qu'en fait, si on a une surconsommation des médias online, puisque pour le coup, il y a une vraie appétence du média online, encore une fois, on ne se parle que de confiance et pas de consommation et de plaisir. Donc vraiment, on parle de confiance. Donc il y a une très forte consommation des médias online, mais il y a une très forte défiance de l'information sur les médias online. Pourquoi ? Parce que ça va très vite, on ne sait pas très bien qui est l'émetteur. Donc il y a effectivement un score négatif sur beaucoup de médias digitaux qui va tirer cette moyenne vers le bas. Et quand on isole les médias offline, vous voyez qu'on a un score à plus 7, donc tous médias offline confondus. Et là, pour le coup, on va s'apercevoir qu'on a donc plus de promoteurs que de détracteurs. Donc vraiment quelque chose de très clivant à travers le canal digital. Pour bien soutenir mon propos, ici, vous avez toute l'amplitude de nos 17 leviers. Donc, celui qui arrive en premier, et là, pour le coup, on remercie la CPM qui nous a permis de l'exposer, c'est la radio généraliste, mais tout de suite après, la presse, et puis toutes les déclinaisons offline, en fait, des médias dits historiques, puisque tu utilisais ce terme, Pierre, en introduction. Donc, il y a effectivement une crédibilité, en fait, une valeur de confiance qui est beaucoup plus forte sur tous ces médias-là. Et vous voyez quand vraiment tout en bas de l'échelle, on a les réseaux sociaux à moins 47. Donc là, pour le coup, ce qui montre que les gens, ils aiment beaucoup les réseaux sociaux, c'est très bien, on partage tous, c'est formidable. Mais par contre, pour ce qui est de la confiance, on est très, très dégradé par rapport à l'ensemble des autres leviers. Donc maintenant, on va se parler de cette confiance, comment on l'explique et qu'est-ce qui est important pour les audiences, en fait, pour avoir confiance en un média. Donc on a 2 piliers qui vont expliquer plus de 50% de la confiance. Ça va être le pilier de fiabilité, donc qui est le plus haut. Donc la fiabilité, je rappelle, quel que soit le levier que j'utilise, je vais être, pour le coup, je suis sûre d'avoir toujours le même contenu, de qualité, etc. Donc la fiabilité est 31% et la crédibilité 23%. La façon dont on l'interprète, nous, et la façon dont on a pu observer le format de réponse qu'on avait à notre questionnaire, c'est que c'est finalement 2 piliers qui sont très fortement associés à l'information. Et que quand on pose des questions, finalement, aux individus sur les médias, tout de suite, ils vont penser à l'information en dur. Puis c'est vrai que là, en ce moment, on a besoin de beaucoup d'informations, les vaccins, etc. Donc, il y a cette valeur qui est très forte et qui est très associée à l'information et qui va faire remonter ces piliers très haut dans le capital confiance. On va regarder maintenant les autres piliers, puisque là, on a expliqué plus de 50% de la confiance. On va avoir en challenger la valeur de proximité qui va apparaître assez fortement, ce qui n'est pas très étonnant. Pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui est très travaillé aussi dans les médias. Donc, les médias digitaux qui s'emportent partout, mais aussi les médias du quotidien, les médias qui sont, par exemple, les médias thématiques, puisque là, on va être dans l'accompagnement, c'est les choses que je recherche, ça me ressemble, etc. Donc, c'est pas très étonnant de le trouver en 3e position. Ensuite, on va avoir la transparence, assez intéressant, qui est très attendu aussi. Donc, l'éthique éditoriale, la façon dont on présente les choses, être absolument transparent avec son public. La provenance, que je trouve moi vraiment intéressante dans une logique de marque média. Je sais d'où je viens, je suis fidèle à mes valeurs, je ne suis pas juste un canal, je suis une personnalité média. Et puis ensuite, le client au cœur, dont je vous ai dit, qui était là pour le coup, qui va vraiment beaucoup varier d'un canal à un autre, mais qui est donc la notion de satisfaction avant tout de l'audience. Et pour finir, le dialogue qui va être porté par peu de médias, parce que pour le coup, c'est mécaniquement un peu plus difficile d'interagir quand on est un média ou un autre, et Amélie va nous en parler tout à l'heure. Ici, le travail se fait sur un agrégat des médias, mais on s'est bien entendu intéressé donc aux différences entre les médias. Et là, on a décrit, comme on en parlait tout à l'heure, les 7 piliers, comment les 7 piliers pouvaient s'articuler d'un média à l'autre. On va voir que la proximité a plus d'importance pour la presse et les environnements digitaux. La présence physique quotidienne de la presse au sein de la vie des Français, mais aussi le lien très fort qui existe entre la presse et les centres d'intérêt des Français donne une dimension totalement essentielle à la proximité pour le média presse, mais également pour les réseaux sociaux.
Le dialogue, quant à lui, est mineur sur l'agrégat de tous les médias, mais il reste important évidemment sur le média radio, qui permet historiquement d'avoir des segments où les auditeurs ont une vraie interaction possible avec le média, donc à l'antenne. Donc ce que vous voyez ici, c'est donc la contribution de chacun des piliers à la confiance sur les grandes familles médias. Là, à cette étape-là, on n'est pas sur les 17, on est sur les grandes familles médias. Donc on va avoir la presse ici, la radio, la télévision, le digital et les réseaux sociaux qu'on a un peu isolés, effectivement, qui sont un peu décalés, vous l'avez vu dans la notion de confiance. Donc où la presse va être vraiment portée par crédibilité et fiabilité. Crédibilité, fiabilité, on va globalement les retrouver partout, c'est important, hein, encore une fois, quand on parle de médias, on va se retrouver sur ces leviers-là, où on va avoir 14% de la confiance qui va être portée pour la presse par la proximité, et puis 11% par le client au cœur. Sur la radio, Amélie le disait, on a la valeur de dialogue qui va sortir assez fort et qui va être quasiment portée que par ce média. Pour le coup, il y a une tradition de la radio de discuter avec les auditeurs, d'interagir, puisque finalement, dans certaines émissions, même on a des intervenants politiques, c'est l'auditeur qui pose la question et qui se substitue à l'animateur. Donc, on a cette tradition-là qui apparaît assez fortement et qui est très attendue. Sur la télévision, la crédibilité et la fiabilité vont être encore plus portée, puisqu'on est là au-delà de 60% de l'explication de la confiance, avec, pour le coup aussi, des variations selon les types de chaînes, mais bon, pour le coup, là, on est sur un agrégat. Sur le digital, on va voir apparaître la proximité assez fort aussi, Amélie l'a dit. Il y a cette notion de médias qui accompagne complètement notre quotidien, hein, pour le coup, peut-être trop d'ailleurs, mais qui est donc là et présent tout le temps. Et les réseaux sociaux également, on va avoir cette notion de proximité qui va apparaître là comme le pilier numéro 2, là où il est en général 3 ou 4 pour les autres médias. Alors, ce qui nous a intéressé, c'était... Alors, encore une fois, l'idée n'est pas d'opposer, surtout pas, hein, d'opposer les médias, mais plutôt de voir comment on peut les jouer en complémentarité. Mais ce qui nous a intéressé, c'est à l'intérieur de ce que j'appellerais une même ligne éditoriale, enfin une même famille éditoriale, comment est-ce que les choses peuvent être complémentaires entre la version off et la version numérique. Par exemple, prenons l'exemple de la presse, où on a toujours nos indicateurs crédibilité, fiabilité, qui sont assez forts sur la version classique. On va avoir, pour le coup, sur la version numérique, la proximité qui va pousser beaucoup plus, parce que là, on a à la fois cette notion de thématique de la presse et cette notion de média digital que je peux emporter partout avec moi, qui va être encore plus fort. Et puis, on va avoir la notion de client au cœur, qui va apparaître très fort sur la version numérique, alors qu'elle était un peu en retrait sur la version papier. Donc là, une notion de... alors, nous qui sommes un peu portés sur la précision de marketing, hein, n'est-ce pas ? Une notion de personnalisation qui va intégrer en fait le levier presse avec ce côté de satisfaction client. C'est quelque chose qui est pour moi, qui m'est dédié et qui va apparaître sur la partie numérique. Sur la télé, on a aussi des glissements, hein, puisque la proximité, elle n'est pas très attendue sur la partie offline, elle va être plus attendue sur la partie online également. Et la radio, on me fait une petite précision, c'est que notre radio digitale n'était pas la radio offline déclinée sur le digital, mais des radios 100% digitales. Donc pour le coup, c'est normal qu'on n'ait pas tout à fait la même structure non plus sur les piliers de la confiance. Donc au sein d'une même catégorie, finalement, on peut avoir une complémentarité qui va s'opérer. Pour nous, agence, c'est intéressant de pouvoir l'observer, puisqu'on a des annonceurs qui vont travailler aussi sur ces piliers de la confiance. Et effectivement, Pierre en parlait, on travaille en ce moment à intégrer ces piliers de confiance dans notre média planning avec du trust planning. Donc c'est intéressant pour nous d'avoir un média qui s'est décliné et joué avec les piliers de la confiance en fonction des formats qu'il propose. Donc on va avoir certaines valeurs qui vont apparaître sur la presse offline assez fort, et qui vont être un peu nuancées avec d'autres valeurs qui vont pousser sur la presse online. Et donc pour nous, c'est vraiment intéressant dans un cadre de communication de pouvoir décliner en fait avec un seul partenariat en fait éditorial, un seul partenariat média, l'ensemble de la palette des valeurs de la confiance. Et ce que vous voyez ici, ce qu'on a un peu précisé, c'est certaines modalités
qui est constitué un pilier. Je vous ai dit, à l'intérieur d'un même pilier, on a 5 ou 6 modalités qui vont être des composantes. Elles-mêmes ont un poids à l'intérieur du pilier. Donc, on a voulu faire émerger, en fait, les modalités qui étaient les plus fortes et les plus explicatives sur la version papier de la presse et la version digitale de la presse. Donc, on va s'apercevoir que sur la presse offline, ce qui va vraiment faire la force de cette presse-là, c'est cette notion, justement, d'irréputation, de crédibilité qui est extrêmement forte. C'est, pour le coup, jugé comme... On va être vraiment sur des valeurs très institutionnelles. C'est référent, il y a une ligne éditoriale, il y a des plumes reconnues. On est vraiment de l'ordre de la réputation et je sais que je ne vais pas me tromper et que l'information sera une bonne information. Donc, elle est excessivement fiable. Et il y a la notion d'éthique aussi, d'éthique professionnelle. Donc, des valeurs vraiment très fortes, institutionnelles, qui apparaissent sur la presse offline. Sur la presse online, alors il y a toujours cette couleur de la presse qui fait qu'on est crédible et qu'on est fiable, etc. Ça reste toujours vrai. Mais effectivement, on va être dans une notion de transparence et de proximité assez forte, puisqu'on a comme indicateur, une des modalités les plus fortes sur la presse online, la notion de « je ne pourrais pas m'en passer ». Je ne pourrais pas m'en passer de mon application, de mon contenu digital, de mon magazine de presse. Donc on a cette notion qui arrive très fortement et qui vient finalement nourrir quelque chose qui était un peu froid, en fait, qui était très institutionnel, avec des valeurs plus affectives et plus proches du lecteur. Et donc, pour résumer, on a découpé la presse en 4 rondelles. Donc, la partie vraiment purement papier, qu'on a vue et je pense que vous avez bien compris, du coup, comment elle était portée. La version déclinée numérique de cette presse papier, donc qui va être assez proche parce que l'idée, c'est pour le coup de pouvoir télécharger les articles. Donc, on est vraiment dans la même ligne éditoriale, on est assez proche de la partie papier. Et d'ailleurs, je crois que la CPM, vous le mettez dans la même famille, vous, cette partie papier et cette partie numérique téléchargeable. Et puis, les déclinaisons, là, pour le coup, on va plus se parler de déclinaisons, qui vont être les sites internet des titres de presse, où là, on va avoir une information alors plus vivante, c'est pas péjoratif, c'est plus quelque chose qui est en temps réel, qui va se nourrir et qui peut être adressé, donc pour le coup quelque chose de plus personnalisé. Et puis bien sûr les apps, où là on va avoir cette notion de médias que j'emmène partout, et donc avec des valeurs de proximité qui vont remonter très très haut sur cette partie-là aussi. Pour parler plus précisément de la presse, donc Dentsu a donc mesuré qu'il s'agissait donc d'un des médias avec le niveau de confiance le plus haut, donc avec un Net Trust Score de plus 15. Et nous allons maintenant voir comment ce score est obtenu dans le détail. Alors, ce que l'on observe, c'est que sur l'ensemble des 7 piliers, vous pouvez voir là que la presse, elle surperforme systématiquement par rapport à la moyenne des autres médias. On compare ici, donc c'est important de remettre la légende, le pourcentage de personnes qui ont donné des notes de confiance supérieures à 8, donc ce que Barbara expliquait tout à l'heure, donc ce sont les promoteurs. Et donc sur le premier critère, qui est le critère de la crédibilité, donc la presse, vous le voyez, à près de 6 points au-dessus du reste des médias. Sur la proximité portée par la presse loisir, mais également par la presse locale, par la presse régionale, on va être bien au-dessus de la moyenne des médias. La provenance, donc la surperformance, là, ici, de la presse, peut s'expliquer par son historique. La présence des marques de presse anciennes, réputées, qui sont toujours aujourd'hui très fortes et légitimes. Sur le 4e pilier, la fiabilité, on peut l'analyser par la régularité de la presse, qui est jugée systématiquement comme un média de qualité. Le 5e item, donc le client au cœur, qui est porté, lui, par les items de satisfaction client. La transparence ou les items relatifs donc, à l'éthique et à la transparence avec le lecteur, là, obtiennent, vous voyez, de très bons scores. Et le seul levier, ce que disait Barbara à l'instant, sur lequel la presse ne surperforme pas de façon assez logique, c'est le dialogue. Mais comme on en a parlé tout à l'heure, comme on l'a vu précédemment, en toute logique, la radio obtient de très bons niveaux sur ce pilier et donc tire la moyenne vers le haut. Alors effectivement, la presse, elle surperforme sur beaucoup de piliers, quasi tous en fait. Et quand on descend sur le système de notation modalité par modalité, on s'aperçoit, alors les petites médailles d'or, c'est pour dire que la presse est numéro 1 sur le score de la plupart des modalités qui sont
structurantes pour la confiance. Donc ces modalités, on les a déjà bien évoquées jusqu'à présent, mais c'est la notion de savoir-faire, d'expertise, de légitimité, de transparence. Donc là, on est sur les modalités détaillées, donc avant qu'elles soient réagrégées en piliers, et on s'aperçoit que sur ces modalités, la presse obtient la meilleure note, tous médias confondus, sur quasi tous les piliers. Quand on a une médaille d'argent, c'est qu'on est deuxième, mais c'est très très honorable également. Alors la presse donc, se présente comme un média stratégique pour adresser le sujet de la confiance aujourd'hui. Elle est reconnue comme fiable, légitime, par un échantillon, on l'a vu tout à l'heure, donc, qui est un échantillon extrêmement robuste, et ainsi donc, parfaitement en phase avec ce grand sujet d'actualité pour les marques, la confiance dans les médias. La presse, avec ses déclinaisons sur le digital, donc elle a la capacité évidemment d'adresser ses lecteurs sous un autre angle, avec des sujets différents, afin de pouvoir transmettre les valeurs de la confiance. Elle se positionne donc clairement au-dessus de la moyenne des autres médias, et donc cela crée un environnement favorable à la communication. Puisque le contexte, aujourd'hui, c'est vraiment un vrai sujet dans les stratégies des annonceurs. Donc l'analyse croisée de l'ensemble de ces forces et des attentes des lecteurs en font un média stratégique pour communiquer. Je vais proposer à Stéphane de revenir pour conclure cette belle étude. Quel plaisir qu'un des plus grands experts, spécialistes de la stratégie média et de la connaissance des médias mette en valeur toutes les forces de la presse. Ces forces autour de la confiance, il y a 4 points fondamentaux qu'il faut qu'on retienne, que nous cesserons de répéter. C'est que d'abord, on en est tous témoins professionnellement, personnellement. La confiance est aujourd'hui excessivement challengée par les consommateurs. Voilà, les médias, de manière collective, de manière personnelle, ont tous à travailler pour renforcer la confiance avec leurs audiences. Donc ça, c'est commun à tous les médias. Il y a du travail à faire. Cependant, l'essentiel de la crise de confiance, elle est portée par le canal digital. Ce n'est pas les médias historiques. C'est vraiment leur déclinaison digitale, et en particulier les réseaux sociaux, qui malheureusement tirent la confiance vers le bas. Il y a une fracture entre le média qu'on connaît tous, enfin pour les plus âgés depuis toujours, la télévision, la presse, la radio, et les déclinaisons digitales. Et ça, il faut qu'on en soit tous témoins, et qu'on en prenne conscience. C'est en particulier le phénomène des réseaux sociaux qui tirent la confiance vers le bas. Maintenant, les piliers les plus contributeurs de la confiance sont la fiabilité et la crédibilité, donc 2 valeurs essentielles sur lesquelles la presse surperforme. Et enfin, là c'est pour toutes les agences, les annonceurs, et puis bien sûr nos partenaires des régies, dans leur discours vis-à-vis des marques, c'est que la presse, grâce à ses multiples déclinaisons, offre une palette de valeurs complémentaires pour intégrer les marques et leurs produits. Donc 4 choses à retenir. Une vraie défiance des Français vis-à-vis de l'ensemble des médias, une fracture entre médias historiques et digital, 2 indicateurs qui sont fiabilité, crédibilité, qui portent la confiance, et enfin la presse, donc avec de très 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 bons résultats, qui permet, grâce à toutes ces extensions, de porter l'intégralité des valeurs des marques. Voilà donc pour cette étude. Encore merci à Dentsu. Et puis le mot de la fin, et puis bien sûr les questions, Pierre Calmar, le CEO de Dentsu. Merci Stéphane, merci à tous. Je crois que l'étude est effectivement extrêmement riche, une belle preuve de confiance en tout cas de l'ACPM envers Dentsu, et merci pour ça, parce qu'effectivement c'est une belle illustration. Grand merci pour nous avoir permis justement de permettre d'avoir cette étude qui va nourrir très largement nos métiers, parce qu'évidemment si on a fait tout ça, c'est pas uniquement pour se faire plaisir ou pour vous faire plaisir, c'est parce que ça nous est utile dans nos métiers, dans le choix des médias, dans le choix des contextes et dans la façon dont nous allons conseiller évidemment nos clients. Et là, j'ai un message personnel. Parce qu'effectivement, moi, je suis un grand lecteur de presse. Je lis énormément de presse et depuis longtemps. Mais c'est vrai que la presse, aujourd'hui, a tendance à traiter la publicité comme l'éducation sexuelle, oui, j'ai du mal à le dire peut-être, dans les années 50.
C'est-à-dire, c'est un truc qu'il faut plus ou moins aborder, mais avec des atermoiements de pucelle et surtout en expliquant bien que c'est pas hyper propre, etc. Et donc, vous êtes aujourd'hui les représentants de la presse, justement, dont on a chanté les louanges ce matin. Je ne vois jamais, dans les titres de presse, quasiment jamais, d'articles sur la communication, sur la publicité. Vous ne décryptez pas comment ça fonctionne. On a l'impression parfois que les journalistes que je côtoie fréquemment n'osent pas ou ne veulent pas parler positivement de la publicité. Expliquer en quoi la communication peut être parfois nocive, et c'est vrai qu'elle a été souvent polluante, mal pensée, elle change aussi beaucoup, en quoi elle peut être positive pour faire changer la société et le monde. Donc moi je rêve, c'est la période de Noël, donc soyons totalement noëlesques, croyons encore au Père Noël. Vous avez une magnifique étude qui en elle-même est un magnifique contenu pour parler positivement de nos métiers, de la communication, de la publicité, de vous, de votre pérennité, de votre avenir. Merci à tous. Je vous invite à, s'il y a des questions, là vous avez Barbara, toute son équipe, parce que j'ai beaucoup parlé de Barbara, mais elle a une équipe formidable et on les a beaucoup fait travailler, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Ah bah voilà. Oui, Amaury de Rogemont de Stratégie. J'ai une question parce que là, ce sont tous des items sur les médias, et notamment sur la presse. Mais est-ce qu'on a une étude qui porte sur la publicité précisément dans la presse ? C'est-à-dire, est-ce que toutes ces valeurs sont attachées à la publicité dans la presse ou est-ce que ces valeurs sont attachées uniquement aux médias lui-même ? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est effectivement pas la même chose et l'étude là, l'objectif était justement nous de sortir un tout petit peu du rôle de la publicité et de travailler sur l'environnement. Donc on a traité là, on les a bien traités, mais on a traité les médias comme des marques en fait, parce que cette étude-là, ces travaux de recherche, on les avait fait avant tout sur des marques. Donc on l'a abordé de cette façon-là. Après, nous, on travaille avec d'autres indicateurs et quand on a fait effectivement les extensions qu'on appelle trust planning dans nos solutions, on passait par des modalités où on travaillait sur les thèmes de la publicité et notamment sur des valeurs de l'intrusion, de l'attention, de la mémorisation. C'était pas le sujet aujourd'hui parce qu'on avait l'impression que c'était des sujets là dont on avait pas mal parlé avant et qui n'étaient pas tout à fait dans les mêmes... le même canal de confiance en fait. Donc là, on a voulu vraiment travailler sur l'environnement publicitaire et les marques médias, mais en tant que marque, pour le coup, pour faire cette étude miroir. Mais effectivement, à l'intérieur, on n'en a pas parlé, c'était pas le sujet aujourd'hui, mais quand on a fait l'extension de ce qu'on appelait le brand trust, donc qui était le même exercice sur les marques, vers le trust planning, on intégrait des modalités publicitaires pour voir comment les médias, pour le coup, et la publicité dans les médias étaient perçues, en fait, par les consommateurs. Mais c'était une autre étude qui n'a pas été forcément expliquée aujourd'hui. Mais juste, est-ce que vous pouvez dire, par exemple, que toutes les valeurs qui sont associées à la presse, par exemple, rejaillissent sur la perception de la publicité dans cette même presse, de fiabilité, de crédibilité, voilà, c'est ça que je veux savoir. Alors, les piliers rejaillissent différemment. Après, on avait commencé sur une partie qui était sur l'attention publicitaire, qui d'ailleurs a fait l'objet aussi d'un hashtag Demain la presse, où pour le coup, la presse apparaissait également avec de très forts assets pour ces raisons d'environnement et de contexte et d'adhésion en fait à la publicité, puisque c'est un des environnements au sein desquels en fait le consommateur se sent le moins gêné en fait par la publicité. La publicité fait partie alors là, je parle de presse papier. Il fait partie véritablement de l'environnement de la presse. Et le consommateur, pour le coup, c'est l'environnement dans lequel il apprécie le plus la publicité, ou du moins dans lequel il la juge la moins intrusive par rapport aux médias audiovisuels. Et là encore, par rapport aux médias digital, mais tout dépend du format, puisque le média digital, on a tellement de formats qu'il y a des différentes façons de l'adresser. Et d'ailleurs, je crois que dans les agences, on travaille beaucoup sur le sujet, tous sur le marché, pour justement éviter cette intrusion. Donc pour le coup, je ne sais pas si je réponds directement à votre question parce que je bricole avec plein d'études, mais le fait est que sur la perception de la publicité, on avait déjà observé que la presse avait une bien meilleure perception et adhésion à la publicité. Après, il faut être client chez nous, puisque nos clients bénéficient de nos études, et effectivement, quand on fait des choix médias, ils sont évidemment totalement drivés par les études que l'on a en interne, et notamment la logique de trust planning, où effectivement, selon les marques et selon les enjeux des marques, on va choisir tel ou tel type de support publicitaire en fonction de la façon dont le support en lui-même va être un écrin ou pas pour la marque en question.
Et c'est vrai que selon les annonceurs, on a des objectifs aussi extrêmement différenciés. Certains sont obsédés par l'image de marque et la pérennité de leur marque, et avant toute chose et en premier critère, et les éléments de contexte vont être fondamentaux. D'autres sont beaucoup plus obsédés par vendre à très court terme, et donc forcément on est moins sur des logiques d'image de marque et d'écrin, et plus dans l'immédiateté. Donc c'est vrai qu'on ne va pas utiliser les médias de la même façon selon les objectifs de l'annonceur. Mais très clairement, pour répondre à votre question, oui, la presse, on le sait et on l'a dans toutes nos études, est un écrin qui est extrêmement important sur les problématiques d'image de marque, parce que la contextualisation que permet la presse est extrêmement intéressante par rapport à ce qui peut exister dans d'autres médias, et avec des valeurs effectivement qui sont moins dans l'intrusivité et moins dans l'interruption, on va dire, et plus dans le plaisir quelque part. Oui, bonjour, Didier Falcan, Les Clés de la Presse. Je ne dis pas que ça enfonce des portes ouvertes, mais est-ce que vous avez... Parce que, non, mais la presse, on connaît cette notion de fiabilité, de crédibilité. Est-ce que vous avez eu des surprises? Vous maîtrisez un peu tous les médias, pas simplement la presse. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui, dans cette étude, vous ont surpris par rapport à ce que vous pouvez penser pas de l'efficacité, mais de la confiance des Français dans ce média-là? Alors, moi, directement, comme je suis totalement objective en bonne personne d'études, j'ai pas forcément toujours bondi de ma chaise, mais en revanche, on a fait plusieurs partages avec le groupe de travail de la CPM, et donc les personnes qui étaient référentes sur les études au sein des régies. Et effectivement, il y a eu des interrogations et des interpellations, par exemple sur les thèmes de proximité qu'on pensait voir revenir plus haut, et notamment même sur la presse physique, on a eu cette discussion-là, en tout cas parce que justement, il y a cette notion de palette thématique et puis de presse quotidienne régionale. On pensait voir revenir ce pilier-là plus fort. Alors c'est pour ça aussi que j'introduisais en disant que quand on parle de confiance dans les médias, la plupart des gens en fait pensent tout de suite information, et que ça doit probablement guider les réponses, mais on s'attendait à avoir un pilier de proximité plus fort en tout cas apparaître, et y compris sur la presse physique, où si vous vous souvenez il n'était pas si fort que ça finalement, c'était la partie numérique qui le portait beaucoup. Après d'énormes surprises, moi je partais sur une page blanche, donc voilà, je n'ai pas forcément été très surprise, mais ça c'est une conversation qu'on a eue. Après je m'attendais un peu à ce clivage, moi pour le coup du digital, parce qu'on l'a déjà testé justement à travers des études sur l'adhésion, la publicité, à travers les différents canaux, donc ça on s'attendait un petit peu à ce qu'il soit secoué, peut-être pas à ce point, mais tant pis, on va travailler sur le sujet. Voilà, c'est éventuellement ce pilier de la proximité qu'on pensait voir plus haut sur la presse, et qui finalement arrive après toutes ces valeurs un peu d'expertise en fait. Ouais, et moi à titre perso, j'ai été étonné aussi de voir que la provenance est pas si élevée que ça. Alors que justement, on pouvait penser, d'ailleurs, je l'ai dit un petit peu en amont sur les médias dits traditionnels, que l'ancrage, justement l'histoire, etc., le poids de tout ça, étaient les vecteurs finalement quasiment presque numéro 1 parfois, on peut se le dire. En fait, non. Pour moi, c'est un indicateur important, ça veut dire que rien n'est jamais acquis en fait. Et qu'on peut monter très haut, et puis finalement, il faut toujours refaire ses preuves. Et je pense que c'est aussi un enseignement assez important, puisque dans l'esprit du public qui est assez zappeur aujourd'hui, on peut le dire, et peut-être encore plus les jeunes générations, il n'est pas évident qu'être une star hier soit la garantie d'être une star aujourd'hui. Voilà, c'est le problème de Myriam Mathieu, en synthèse. Et à la CPM, toi Stéphane, t'as découvert des choses? Enfin, moi, ce qui m'a étonné, c'est vraiment la fracture média historique et digitale. Puisque là, quel que soit le média et le contenu, donc vous prenez un contenu, un programme télé, un programme radio, une version numérique d'un magazine ou d'un quotidien, l'environnement digital, alors que le digital est quand même maintenant installé depuis... on va dire une vingtaine d'années dans nos comportements quotidiens, l'environnement digital, tous ces problèmes de fake news, tous ces problèmes de crédibilité, même si, comme disait Barbara, on consomme tous les réseaux sociaux, il y a une espèce de mal-être ou de perte de confiance qui plombe un peu tout le monde.
Donc je crois que collectivement, ce que je disais aussi, il y a vraiment un travail à faire pour expliquer que, en particulier pour les médias historiques, leurs déclinaisons digitales sont d'aussi bonne qualité, sont les mêmes, et que, je veux dire, on peut avoir confiance dans une marque média de qualité, qu'elle s'exprime dans un canal traditionnel ou dans un canal digital. Et je crois que c'est un travail collectif à faire, parce que tout va vers le digital, mais il faudrait que la confiance remonte, quoi. Oui, bonjour, Frédéric Daruti, 20 minutes. Je voulais vous remercier pour cette étude. Moi, je préside un titre pour lequel la publicité est vraiment au cœur du contrat de lecture avec les lecteurs et les internautes. Et je trouve vraiment important de ramener ces critères aussi sur le devant, parce que la différence aussi que vous avez pointée entre le papier et le numérique parfois est aussi dû à des excès de mesures aussi qu'on met en place sur le numérique. Je dis ça parce que c'est... Comme tu l'as dit, Stéphane, la rédaction de 20 minutes, c'est aussi, comme de plus en plus de rédactions, une seule et même rédaction. Et c'est vraiment très surprenant de voir cette mesure, cette différence entre le papier et le numérique. Et c'est bien de ramener sur ces critères-là que vous avez cités, crédibilité, fiabilité, par rapport à des mesures un petit peu quantitatives, parfois qui vont trop loin dans les excès qu'on peut distinguer. Donc je trouve vraiment pertinent de mettre en avant ces éléments-là, qui sont valables pour l'ensemble des supports de la presse. Voilà, donc... Que répondre? Non, voilà, longue vie au papier. Non, mais c'est vraiment parce qu'on a beaucoup débattu avec Barbara. On vit quotidiennement avec nos mobiles, avec nos tablettes. On consomme les médias, de manière majoritaire sur un canal digital. Et il faut qu'on travaille tous ensemble à faire en sorte, parce que le futur est forcément encore plus digital, qu'on travaille tous ensemble à faire en sorte que ce digital n'appauvrisse pas la confiance envers les contenus et tout le travail des journalistes. Bonjour, vous dites justement que les médias online donnent moins confiance, offline, pardon, que les médias online donnent moins confiance et que les piliers les plus importants sont la crédibilité et la fiabilité. Aujourd'hui, selon vous, comment ces médias online pourraient-ils regagner la confiance des Français, justement? Je laisse Pierre parler. Non, mais là, vous posez une question, mais on est là jusqu'à ce soir. Parce que c'est pas seulement la France, d'ailleurs, c'est dans le monde. C'est une question qui est hyper vaste, donc c'est compliqué. Moi, j'ai tendance à penser déjà qu'il faut regarder les choses par génération. Je pense que l'une des raisons, après je vais faire de la philosophie de comptoir exprès, mais parce que c'est un sujet qui m'anime beaucoup. Je pense que le problème du digital, c'est l'immédiateté. C'est-à-dire que le fait, quand on rédige un article, on va dire à l'ancienne, on est journaliste et on a le tirage avec le papier à écrire pour le lendemain, ok, en général, on a un minimum le temps, le recul. Sur le digital, vous le savez, puisque c'est votre quotidien, vous sortez une info parfois dans les 15 secondes ou les 2 minutes, parce que sinon votre concurrent la sort avant, etc. Donc tout ça est une logique de l'immédiateté et de l'hyper-rapidité. Et donc, vous êtes arrivé presque à tous de commettre une boulette parce que vous annoncez la mort d'un mec qui n'était pas mort. Enfin bon, ça arrive. Et donc tout ça, évidemment, engendre logiquement dans le public le fait que, ils disent des trucs qui sont faux, parce que de temps en temps, même si c'est une fois sur 1000, vous dites un truc qui n'a pas été vérifié ou suffisamment. Donc je pense que ça, c'est ancré dans la tête des gens, et que quand on mélange ça avec tout ce qui est autour des fake news et tous les influenceurs ou prises de parole de n'importe qui sur les réseaux sociaux, qui là, pour le coup, peut ressembler très vite à la fois en n'importe quoi, il y a un grand mélange qui se fait, et donc forcément c'est le royaume des fake news, etc. Moi, ce que je pense à titre vraiment personnel, c'est que jamais on reviendra là-dessus, et qu'il est totalement illusoire de vouloir réguler les fake news. Alors là déjà, ça met un gros pavé dans la mare, mais pour moi c'est une illusion complète. Voilà, parce que de toute façon, la définition même d'une fake news, je vais vous en donner une, par exemple le fait que la Terre est ronde, je vous rappelle que c'était une énorme fake news au XIVe siècle, et qu'il y a quand même des gens qui ont terminé sur le bûcher ou torturés parce qu'ils ont prétendu que la Terre était ronde. Donc moi je me méfie toujours de ce qu'est une fake news au moment où on le dit. Donc le réguler me paraît compliqué. En revanche, je pense que c'est la responsabilité des marques médias, justement quand elles prennent la parole, d'avoir la légitimité et de s'acheter, de se construire la légitimité pour l'avenir. On le voit à travers l'étude, c'est d'ailleurs en partie vrai déjà. Vous avez ce fond de marque et cette crédibilité qui préexiste.
Et à mon sens, tout votre travail, c'est d'essayer de l'importer au maximum, y compris online. Et donc, c'est très important de tout sigler, de tout sigler sur votre marque, que les internautes, qui sont des consommateurs lambda, puissent faire la différence entre ce qui vient d'un média en qui ils ont confiance par rapport à un autre type de média, et que vous affirmiez au maximum votre cohérence, quel que soit le support sur lequel vous êtes diffusé. C'est un peu la réflexion que tu disais tout à l'heure sur 20 minutes. Voilà, il y a une seule rédaction, il y a une logique, une cohérence. Vous devez travailler ça. Et enfin, dernier point, je vais lancer une lueur d'espoir dans ce que je vous dis là. Moi, je crois aux jeunes. Voilà, je crois à la jeune génération. Je pense que les jeunes apprennent beaucoup plus vite que nous, que les anciens. N'ont pas forcément ce même type de défiance, savent décrypter le monde beaucoup mieux que ce que nous, on estime qu'ils sont capables de faire. Et que donc, il est fondamental que vous, vis-à-vis des jeunes générations, vous puissiez commencer à installer ce que sont les marques médias dans le monde nouveau dans lequel ils se projettent. Ça, je pense que c'est le défi number one de toutes vos marques médias. Focussez-vous à fond sur les jeunes. Voilà. 15-20 ans, c'est là. C'est parce que demain, faut être clair, il suffit de regarder la structure du lectorat de certains titres pour se rendre compte que dans 20 ans, ils seront tous ad patres. Et donc, Covid ou pas Covid. Et donc, les jeunes, c'est votre point focal absolu. Et c'est la confiance, de la trouver chez les jeunes. Bonjour, Fabienne Marquet. Donc, je suis DGA de Bayard. C'est vrai que la confiance, nous la travaillons avec les jeunes. Et nous réussissons, en tout cas, à avoir des résultats concluants, parce que je ne peux pas déflorer les prochains résultats de l'étude sur l'audience de la jeunesse. Mais ils sont très bons. Et notre groupe n'a jamais fait d'aussi bons résultats en termes d'abonnement sur la jeunesse. Donc les jeunes aiment lire et nous en sommes ravis. Et en tout cas, merci beaucoup pour cette étude. Bravo Stéphane, bravo Pierre, bravo Barbara, bravo à tous. C'est excellent et nous allons nous en servir. Et j'ai hâte, en tout cas, d'avoir la suite. Merci. Et puis encore merci à Pierre et puis à Barbara. Je crois qu'il y a une question. Une petite question. Oui, non, juste une petite chose, moi j'ai été intéressé par la note de la presse sur l'item client au cœur, qui est au-dessus des autres médias, et ce qui me semble extrêmement positif et encourageant, parce qu'on a souvent pensé que la presse avait été un petit peu déconnectée de son lecteur, parfois. Enfin, on a un peu parfois cette image qui est ancienne, c'est vrai. Mais là, on voit qu'il y a vraiment un retour du côté user-centric, quoi. Exactement. Moi, je suis moins spécialiste que Barbara là-dessus, mais moi, je l'explique aussi par un phénomène simple, c'est que, à quelques exceptions près, quand même, la presse, vous l'achetez. C'est-à-dire que quand vous regardez TF1 ou quand, ou quand même vous écoutez la radio, c'est entre guillemets gratuit. Donc, voilà. Donc, vous n'êtes pas... Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas un client. Quand vous achetez un titre de presse, même si en réalité il est payé en partie par la pub, la réalité c'est que vous l'achetez. Donc il y a quand même une démarche, je trouve, différente. Et forcément une implication, parce que c'est une démarche donc tout à fait volontaire et engageante pour le coup. C'est comme d'aller chez le psy, ça coûte de l'argent. Et donc forcément vous avez un rapport avec l'objet qui est complètement différent. Et d'ailleurs ça vous donne aussi un niveau d'exigence du public qui est certainement différent que si c'est gratuit. Voilà. Je trouve que cette notion-là est une notion effectivement fondamentale. Bon, plus de questions. Merci pour votre présence et encore merci à vous. Barbara et toute ton équipe.